Voilà, donc ce livre qui est sorti il y a un an, euh, qui synthétise en fait 25 ans de recherche autour de ces questions sur la traduction et de plus en plus, ça s'est recentré autour de la world literature, qui est devenue, comme vous savez sans doute, une sorte de paradigme autour duquel s'est réorganisée la littérature comparée, beaucoup dans le sillage du livre de Pascal Casanova, La République mondiale des lettres. Il y a eu Franco Moretti, Conjecture on World Literature, qui est paru quasiment au moment de la sortie du livre de Pascal. Et puis le livre de David Damrosch, qui a vraiment initié ce paradigme, créé l'Institute of World Literature, dont je fais partie, et qui a défini la World Literature pas comme Goethe qui avait une conception de la Weltliteratur plutôt restreinte, réservée aux chefs-d'œuvre universels. Damrosch a redéfini ce concept de world literature par la littérature qui circule en traduction. Pour lui, la world literature, c'est tout ce qui circule en traduction. Alors, il y a un débat aux États-Unis sur ce paradigme critiqué. Alors, tous deux sont des amis, hein, aussi bien David que Emily, et c'est bien d'être d'une autre discipline parce que ça facilite la discussion. En tout cas, Emily Apter a écrit un livre, Against World Literature, où elle met l'accent sur tous les obstacles qu'il y a à la circulation des œuvres, en traduction notamment. Elle a beaucoup travaillé sur la traduction. Alors, de mon point de vue de sociologue, évidemment, je suis consciente qu'il y a des obstacles, je travaille même sur ces obstacles, c'est ce qui m'intéresse, mais il y a aussi de la littérature qui circule. Et la question, c'est donc, qu'est-ce qui circule, comment et pourquoi? Et la question de recherche, elle s'est formulée, on peut dire, de manière un peu synthétique autour des deux questions de Foucault et de Bourdieu. La question de Foucault, qu'est-ce qu'un auteur? Donc, pour mémoire, donc ça, dans son fameux texte sur qu'est-ce qu'un auteur, Foucault explique que la fonction auteur est créée par la censure et par la propriété littéraire, c'est-à-dire avant même qu'il y ait la propriété littéraire, il y a eu la censure et l'organisation des listes de livres censurés par les noms d'auteurs et l'obligation d'apposer le nom de l'auteur sur le livre, c'était avant tout pour pouvoir le poursuivre et celui de l'imprimeur également. Et donc, il faut reconstituer ces conditions d'émergence de la figure de l'auteur. Ça a été un peu aussi corrigé par Chartier, qui a ajouté aussi justement les éditeurs dans la construction de cette figure de l'auteur. Et puis, il y a la question justement de Bourdieu, mais qui a créé les créateurs, où Bourdieu rappelle que les créateurs ne sont pas des créations incréées, des figures incréées, mais qu'il y a un ensemble d'intermédiaires culturels qui contribuent à faire émerger un auteur et à produire ce qu'il appelle la croyance dans la valeur de leur œuvre. Donc, ce sont ces deux questions qui m'ont orienté en élargissant plutôt la question à l'échelle transnationale, avec la question de qu'est-ce qu'un auteur mondial. Donc, autour de la question des intermédiaires culturels, il y a une littérature sociologique maintenant assez importante, qui s'est beaucoup appuyée sur les travaux de Howard Becker, qui parle de support personnel, donc les core producers, les traduit par producteurs cardinaux, ça pourrait être centraux, mais bon, et les support personnel, qui est traduit en français par personnel de renfort, je ne sais pas pourquoi, moi je le traduirais plutôt par personnel d'appui, comme on dit, l'appui à la recherche, et puis, il y a l'opposition développée par Latour entre intermédiaire et médiateur. Alors, de mon point de vue, la question du personnel d'appui est insuffisante parce que les intermédiaires sont multiples, hein, et contribuent à produire l'œuvre, à la diffuser, à la commercialiser, à la valoriser. Et donc, il faut introduire aussi des hiérarchies parmi les intermédiaires.
intermédiaire. Le travail de l'éditeur qui décide, qui fait l'opération de sélection d'une œuvre n'est pas le même que celui de l'attaché de presse, on en parlait, ou du service de marketing, qui va être appui à l'éditeur, plus qu'à l'auteur finalement, qui travaille en synergie avec l'éditeur pour commercialiser et diffuser et valoriser l'œuvre. Et donc, je pense qu'on peut distinguer les intermédiaires culturels cardinaux des intermédiaires qui sont les appuis en fait de cela. Et de plus en plus, ça permet aussi de réfléchir à la division du travail dans le travail d'intermédiation. Et de plus en plus, on voit par exemple les agents littéraires jouer un rôle d'intermédiaires cardinaux. Désormais, c'est venu du monde anglophone, mais aujourd'hui, c'est en France pas trop, mais ça commence depuis un petit moment. Mais en Allemagne ou en Espagne ou en Italie aujourd'hui, si on est un écrivain et qu'on veut publier, il faut avoir un agent, sinon on ne trouvera pas d'éditeur. Donc comme aux États-Unis ou en Grande-Bretagne. Alors, Latour, lui, distingue intermédiaire et médiateur en disant que l'intermédiaire ne modifie pas l'objet qui circule, tandis que les médiateurs lui donnent sa signification. Bon, moi, travaillant sur le livre et l'édition, ça ne fonctionne pas du tout, puisque les intermédiaires modifient, ils corrigent le livre. En plus, une traduction, si je prends une traduction, c'est le texte même qui est complètement transformé par l'opération de circulation. Donc, pour moi, c'est la différence entre intermédiaire et médiateur, ça n'est pas le fait de modifier ou pas l'objet, c'est l'intermédiaire est celui ou celle qui rend, diffuse, valorise l'œuvre, la produit comme œuvre, et les médiateuristes sont celles et ceux qui l'interprètent. Ça peut être les préfaciers, les critiques, les prix, ça peut être la censure, ça peut être les festivals, enfin voilà. Donc et j'aime bien donner cette citation de Donald Mackenzie, qui est un spécialiste d'histoire du livre, qui a écrit ce texte sur la sociologie des textes, qui dit: la sociologie interroge les motivations et les interactions humaines qu'impliquent les textes aux différents stades de leur production, transmission et consommation. Elle doit nous faire réfléchir au rôle des institutions, à leur structure complexe, à la façon dont elles affectent les formes du discours social, passé comme présent. Et donc, j'évoquais ces opérations dans la circulation internationale des idées que Bourdieu a identifiées dans son fameux article et dans le programme de recherche qu'il a développé ensuite et que nous avons publié dans le volume Impérialisme, sorti il y a 2 ans. C'est un séminaire inédit de 91 où il développe l'article de 89 et qui est très intéressant, où il parle déjà de champ transnational en 91, à une époque où personne ne parlait vraiment encore de transnational. J'ai été moi-même surprise de découvrir ça parce que je n'avais pas assisté à cette rencontre. Mais dans l'article de 89, il parlait déjà de ces 3 opérations de sélection, de marquage et d'interprétation, qui d'ailleurs, dit-il, dans la circulation, peuvent générer des malentendus. Il cite cette phrase de Marx: les textes circulent sans leur contexte, et donc ça peut produire des malentendus. Mais en tout cas, les intermédiaires, ils sont très clairement responsables pour les 2 opérations de sélection et de marquage, et d'une certaine manière aussi de l'interprétation, parce qu'ils vont contribuer à cadrer, au sens goffmanien, la réception en fait d'un livre, du point de vue du classement générique, par exemple, ou du point de vue de la construction de la figure de l'auteur, et on en verra des exemples. Et puis évidemment, une de mes références théoriques importantes, c'est la théorie du champ de Bourdieu, non seulement celle du champ littéraire, qui, je pense, vous est familière ici, mais aussi celle du champ éditorial, où il distingue le pôle de grande production du pôle de production restreinte, montrant qu'il y a 2 logiques différentes, qu'on retrouve dans les interviews qu'on fait avec les éditeurs, qui vont opposer les produits qu'ils disent upmarket, haut de gamme, aux produits commerciaux, ou bien serious et plus la conception de divertissement.
Et en fait, en transposant ce modèle sur le champ, le marché de la traduction et le champ éditorial mondial, j'ai pu constater que, en fait, au pôle de grande production, ce qui prévaut dans la circulation internationale, ce sont les traductions de l'anglais. C'est-à-dire dans les best-sellers et la littérature de genre, c'est de manière écrasante dominé par l'anglais. En revanche, au pôle de production restreinte, si vous pensez aux collections de littérature étrangère, de Gallimard ou du Seuil, là, c'est là qu'on a la plus grande diversité linguistique. On a Gallimard aujourd'hui, c'est 36 langues et plus de 40 pays représentés dans sa collection du monde entier dont je reparlerai. Et pour en finir avec le modèle, enfin finir, c'est la présentation du modèle théorique, je me suis aussi appuyée sur les théories de l'isomorphisme des néo-institutionnalistes Di et Poel, que j'ai transposé en fait à l'édition. Donc Di et Powell, dans un article de 1983 très connu, je pose la question de qu'est-ce qui conduit des entreprises à se ressembler, et ils identifient 3 mécanismes: la contrainte, l'imitation et les normes professionnelles. Alors quand on transpose ça à l'édition, ça fonctionne extrêmement bien. Puisque si on regarde la contrainte telle qu'elle s'est appliquée dans les régimes autoritaires, par exemple sous le communisme, on voit très bien que le canon du réalisme socialiste a été produit par une sorte de contrainte, et d'ailleurs avec la centralité russe des auteurs russes à cause de la domination soviétique. Il y avait la même chose avec le matérialisme scientifique. L'imitation, c'est ce qui fonctionne dans les marchés capitalistes libres, comme on dit, libre. Et là, ça passe par l'importation de modèles étrangers de publication, l'acquisition de droits étrangers pour des œuvres déjà traduites dans d'autres langues, c'est-à-dire qu'un éditeur qui voit alors qu'ils savent très bien que les marchés nationaux gardent une sorte d'autonomie, et que si ça a marché au Japon, ça va pas forcément marcher aux États-Unis. J'ai même des exemples de ça, mais ils le savent. Mais malgré tout, le fait qu'un livre soit déjà traduit dans telle ou telle langue, ça impressionne et ça peut conduire. Donc ça, c'est la logique de l'isomorphisme par imitation. Et puis, il y a les normes professionnelles, et dans le cas de l'édition, ça marche aussi très très bien, parce que les organisations professionnelles, pas seulement d'ailleurs, aussi dans le champ académique, parce que j'ai travaillé sur l'histoire de l'International Sociological Association, et j'ai pu montrer comment cette association a diffusé des normes de la discipline dans le monde entier, à partir évidemment du pôle dominant qui était les États-Unis. Et donc là, on a l'association littéraire et artistique qui est créée par Victor Hugo, qui est donc la France, pays alors centre de la République mondiale des lettres, pays dominant, comme l'a montré Pascal Casanova, qui est à l'origine de la Convention de Berne sur le droit d'auteur, qui va réguler ce marché. Donc là, on a vraiment des normes professionnelles qui sont imposées. Les pays adhèrent, pas tous. Il y en a qui n'ont toujours pas adhéré, l'Iran par exemple. Et puis, on voit se créé une union des éditeurs en 1902, en 1920 le Pen Club, et donc toutes ces instances internationales, là ce sont internationales, vont diffuser des normes qui vont réguler ce marché. Par exemple, les normes sur les lois sur la propriété, la propriété littéraire. Alors, le livre, après une première partie théorique, s'organise autour de 3 configurations socio-historiques que je tiens à spécifier. Je vais les exposer plus en détail, mais j'ai distingué le phénomène d'internationalisation qui ne s'oppose pas à la nationalisation, mais qui l'accompagne dans une période très eurocentrée, la première moitié du siècle. Après la Deuxième Guerre mondiale, j'ai identifié une période que j'appelle de transnationalisation qui va de pair, enfin qui est concomitante avec aussi les politiques développementalistes au niveau international, dans le contexte de la décolonisation et des indépendances. Et puis la période de la globalisation qui commence vers 78, à l'époque du capitalisme financier. Et très rapidement, sur les échelles géographiques de la littérature mondiale, pour la dimension méthodologique, je voudrais distinguer les niveaux d'observation, macro, méso et micro.
Au niveau macro, on observe des flux, des institutions internationales comme l'UNESCO, des foires internationales, des festivals, le prix Nobel de littérature qui existe depuis 1901. Au niveau méso, on va observer autre chose, ce sont les catalogues d'éditeurs, c'est la structure des champs de réception. Et puis au niveau micro, on peut s'intéresser aux stratégies individuelles et collectives des acteurs impliqués. Et là, les matériaux, les sources, ça va être les archives, mais aussi les interviews, l'observation. On peut aussi se focaliser sur la réception d'une œuvre, comparer la réception d'une œuvre dans différents pays. Voilà, donc ce sont des stratégies de recherche. On ne peut pas couvrir évidemment le monde entier dans une enquête comme celle-là, mais il y a aussi une dimension programmatique pour ouvrir à des niveaux de recherche en réfléchissant à l'articulation entre les différents niveaux. Et juste pour vous donner des exemples, donc là, par exemple, c'est les flux comparés à partir des langues centrales, celle dont on traduit le plus de livres, et vous pouvez voir qu'il y a une évolution, par exemple, des traductions de l'anglais qui représentaient presque 45% des traductions dans le monde dans les années 80, et ce taux est passé dans la période dite de la globalisation à 59%, alors même qu'on nous dit c'est la période du métissage culturel, de la diversification, et donc en fait quand on regarde les chiffres, on voit que c'est plus compliqué que ça. Il y a une intensification, une augmentation des traductions, j'y reviendrai sur la période de mondialisation, mais en même temps, il y a une réduction du nombre des échanges. Et en même temps, si vous regardez le russe, vous voyez que le russe, il tombe de 12% à 2,5%. Et que là, du coup, parce qu'il y a eu des objections nous disant, mais non, mais c'est un effet, ça reflète la taille du marché. La taille du marché explique à 40% la circulation. Parce que Johan Elbron, dans son article pour une sociologie de la traduction, avait fait ces analyses pour les années 80. Si on regarde ce qui se passe avec le russe après 89, c'est très clair qu'il y a des facteurs politiques qui opèrent, et puis il y a d'autres facteurs culturels où on voit que certaines langues ne sont traduites que parce qu'il y a des importateurs qui investissent dans la traduction, parce que si on s'en tenait aux enjeux du marché, ça n'intéresserait pas du tout, c'est ce qu'on appelle la censure économique, on ne s'intéresserait pas du tout à ces littératures. Et c'est pas fonction de la taille du marché, parce que si vous pensez au marché chinois, vous voyez même pas le chinois là, parce que ça n'arrive pas à 1% des traductions dans le monde, alors que c'est un énorme marché en termes de production de livres, donc c'est pas un reflet de la taille du marché. Ça, c'est pour vous donner une idée du niveau méso, et on regardera ça, mais on peut comparer le catalogue d'un éditeur sur 2 périodes. J'ai eu la chance que Gallimard me donne sa base de données, parce qu'ils m'ont sollicité pour le centenaire et donc j'ai non seulement eu accès aux archives, mais aussi à leur base de données. Et donc là, voilà, sur la collection du monde entier, j'ai fait des calculs, vous pouvez voir en fait la part des langues et comment ça évolue dans les différentes périodes. Et vous pouvez voir cette relativisation de la part de l'anglais qui est liée à la diversification du catalogue. On a plus de langues, et donc la part de l'anglais tombe de 45 à 30%, parce qu'après la guerre, on traduisait beaucoup de l'anglais. Et puis, au niveau des stratégies individuelles, et là, je m'appuie sur Max Weber qui parle parce que on pourrait penser que il y a des actions irrationnelles du point de vue économique, comme cette citation d'un entretien avec un éditeur qui dit il y a beaucoup de responsabilités, quelquefois il y a des choses totalement irresponsables. Je plaiderai coupable. De temps en temps, on fait des trucs absolument fous, et l'un et l'autre, et d'autres avec nous, parce que là, on se dit que, vous voyez, si on fait pas ça, alors on n'est pas éditeur, quoi. Peut-être on en vendra 350, mais ça, il faut le faire. Donc, vous voyez qu'il y a la question de la rationalité économique par rapport à un but, mais il y a d'autres logiques qui est ce que Weber appelle la rationalité en valeur, c'est-à-dire par rapport à des valeurs, et ça, ce sont des valeurs du métier d'éditeur, que Bourdieu d'ailleurs dit bien comment l'éditeur est partagé entre le rôle de commerçant et puis le rôle intellectuel qui est le sien. Je voudrais aussi évoquer l'échelle temporelle.
Et parce qu'on est obligé de travailler sur d'un côté le long terme des institutions, des catégories de perception, la distribution inégale du capital économique et symbolique. Le marché du livre, il remonte au XVIIe siècle. Et quand on voit la structure du marché au XVIIe siècle, il avait déjà son centre à Paris, à Londres. Bon, c'était Leipzig, c'est passé à Francfort, mais vous voyez, donc la structure inégale, asymétrique était déjà là, elle évolue. Donc il y a eu par exemple un reversement historique entre le Portugal et le Brésil. Il y a eu un reversement historique entre l'Angleterre et les États-Unis, mais ça a mis 150 ans entre le moment de la création de l'édition américaine. Il pourra y avoir un renversement historique entre le Québec et la France. C'est pas du tout impossible, ça va dans le sens de cette logique. Non, mais il y a des indicateurs qui montrent, par exemple, il y avait des stratégies d'éditeurs de contourner le pôle français, de faire des coopérations avec des éditeurs africains. À mon avis, c'est ça l'avenir. Donc voilà. Donc c'est pas du tout exclu et ça va dans la logique qu'on observe. Donc les rapports coloniaux peuvent s'inverser et en même temps, vous voyez qu'ils sont quand même persistants et de longue durée. Et à moyen terme, donc, on va s'intéresser aux configurations sociopolitiques, à la censure, à l'idéologie dominante du moment, aux rapports de force internationaux et aux conflits, par exemple la guerre froide qui marque beaucoup la période de l'après-guerre. Mais on va aussi s'intéresser aux pratiques de publication parce que les pratiques, elles sont liées à des normes. Moi, je vois les contrats évoluer après la guerre, donc on change un peu de modèle. Les genres littéraires aussi, ils sont définis à moyen terme. Et puis sur le court terme, on peut étudier les stratégies, les prises de décision, la compétition. Alors j'ai beaucoup d'exemples de rivalité, par exemple entre traducteurs ou entre éditeurs. Les négociations aussi, par exemple les stratégies qu'on met en place pour introduire un auteur ou une auteure étrangère. Alors, je vais essayer de présenter aussi brièvement que possible les trois configurations. Donc, la configuration de l'internationalisation s'observe à travers l'essor des traductions en langue vernaculaire qui deviennent nationales. Et à partir de 1850, si vous voulez, jusqu'en 1850, l'œuvre de Balzac circulait en français, était lue par une élite et lue en français. À partir de 1850, l'œuvre de Zola, après, à la fin du 19e, elle va circuler majoritairement en traduction, beaucoup d'ailleurs par des publications en feuilleton dans la presse, pour un lectorat beaucoup plus élargi. Et à mesure que les identités nationales se constituent, les langues nationales sont fixées, ces traductions deviennent la manière de constituer des catalogues. En Italie, par exemple, il y a des collections entières qui sont fondées sur la traduction, où le français est très largement dominant, mais il y a aussi des traductions de l'allemand, enfin voilà. Donc, on a, je l'ai évoqué, l'Association littéraire et artistique internationale, la Convention de Berne de 1886 qui va réguler le marché de la traduction en expansion, et puis la création du prix Nobel de littérature qui devient l'instance de consécration du champ littéraire transnational qui unifie, ça Pascal Casanova le décrivait déjà bien. Ce qui est très intéressant, qui a été trouvé par par deux de mes collègues allemands, Carlos Sporhase et Jürgen Snais, c'est que en fait, dans le testament, si vous lisez le testament de Nobel, il n'y a pas du tout l'idée que ça doit passer d'un pays à l'autre. Ça doit être la meilleure œuvre de l'année. Et en fait, ils ont trouvé dans les archives que dès 1901, eh bien, l'Académie suédoise pense immédiatement en termes internationaux parce que les pays commencent à se classer selon le nombre de prix qu'ils ont eu, de prix Nobel dans les différentes disciplines. Dans la presse, ils ont trouvé des tableaux comparatifs. Donc, on est dans une compétition internationale où les nations, donc là, pour vous montrer que l'international va de pair accompagne la nationalisation, mais crée aussi une compétition pour entre les nations pour voilà on dirait aujourd'hui l'excellence dans les différentes disciplines. Et alors, ce qui est très intéressant aussi de voir, c'est que les catégories nationales deviennent un principe de
perception et de structuration sur ce marché du livre et sur ce champ littéraire transnational. C'est-à-dire que l'idée de littérature française, littérature allemande, littérature italienne, littérature québécoise, tout ça se forge vraiment, se codifie à ce moment-là et devient un principe classificateur, organisateur qui nous semble tellement évident qu'on ne pense même plus, mais qui persiste, vous le voyez même à l'époque de la globalisation. Ça ne vaut pas pour la littérature de genre, hein. On la classe jamais, les best-sellers ou la littérature de la genre, on la classe jamais selon ces catégories. Donc ça, c'est aussi intéressant. Et ce qu'on voit aussi, c'est une production d'anthologies, de panoramas, d'histoires littéraires qui sont organisées selon les identités nationales, qui deviennent des catégories éditoriales et des étiquettes littéraires. Alors, ce qui est intéressant aussi, ce que ce livre m'a permis de faire émerger, c'était le rôle des universitaires, souvent dans la formation de ce champ transnational. Dès la fin du 19e, ce qu'on voit, si vous voulez, il y a une différence entre le 19e siècle où chaque pays, identité nationale qui se constitue, crée son propre panthéon littéraire, ses anthologies, ses auteurs préférés, et ce qui va se passer au début du 20e, où là, les sélections, elles n'est plus effectuées par les pays, mais ce sont des spécialistes des littératures des différents pays qui constituent leur propre sélection. Et c'est là qu'on peut observer un début de transnationalisation, ou en tout cas d'internationalisation, et on voit que ça commence par des spécialistes universitaires, comme Calvin Thomas de Columbia, qui écrit A History of German Literature et An Anthology of German Literature, William Updike Vreeland à Princeton, qui publie une Anthology of French Prose and Poetry, Karl Florence, qui est le premier professeur de japonologie en Allemagne, qui publie Japanische Dichtungen, Geschichte der japanischen Literatur, et vous pouvez voir comment ce principe se transpose à l'édition plus littéraire, enfin aux catégories, parce que là c'était plutôt des éditeurs académiques. La fameuse série de Heinemann's Short Stories of the Literature of the World. Alors c'est trop petit pour que je puisse lire, mais vous pouvez voir qu'ils vont constituer des histoires de la littérature par pays. De même, on a des panoramas de littérature étrangère. Alors là, je regarde plutôt le champ français parce que c'est plus familier, mais vous voyez, Régis Michaud, le panorama de la littérature américaine contemporaine, Eugène Jolas, anthologie de la nouvelle poésie américaine. Donc c'est intéressant, c'est un marché très eurocentré, mais on voit la littérature américaine émerger à cette époque. Jean Cassou, le panorama de littérature espagnole, Félix Berthaud de littérature allemande, et tout ça, ce sont des spécialistes de ces littératures. J'ai trouvé qu'une seule anthologie qui soit vraiment internationale ou transnationale, comme par hasard par un émigré, Yvan Goll, c'est un surnom, et qui s'appelle, donc c'est une anthologie de poésie mondiale qui s'appelle Les 5 continents et qui est organisée autour de ces continents. De même que ces panoramas, on a des anthologies de littérature nationale, par exemple cette collection chez De Noël et Steele, les romanciers étrangers contemporains, dirigés par Georges Charançol. Donc vous voyez, les romanciers américains, les romanciers italiens, les romanciers allemands. Donc tout ça, c'est début des années 30. Donc je vous laisse regarder les noms. Et comme je disais, ça reste assez eurocentré. Je trouve une anthologie de la littérature soviétique chez Gallimard et je disais la littérature américaine. J'ai consacré un chapitre parce que j'ai eu les magnifiques archives de Gallimard sur Faulkner et c'est assez passionnant de regarder ce qui se passe. D'abord la concurrence entre les traducteurs qui commence tout de suite, mais aussi la politique d'auteur de Gallimard qui décide de maintenir les traductions, de continuer à traduire Faulkner, alors même que ça ne vend pas du tout. Sanctuaire de Faulkner, c'est 3900 exemplaires, c'est le best-seller de tous. Vous voyez, les autres, ils sont autour de 1000 exemplaires. Et j'ai la lettre de Gallimard qui dit
malgré l'indifférence du public français, je continuerai à publier cet auteur parce que je crois en sa valeur. Et là, vous voyez bien le principe que Bourdieu a identifié où il oppose dans le champ éditorial le principe de court terme, de rentabilité sur le court terme, et celle du long terme, l'investissement sur le long terme qui peut conduire à des profits économiques sur le long terme. Ça peut être à perte au départ, parce que Faulkner en 49 aura le prix Nobel de littérature, et donc là il devient un classique, et à ce moment-là il va être très largement traduit et ça devient beaucoup plus rentable à terme. Donc on voit très très bien, c'est presque paradigmatique de cette double logique qui est compensée chez Gallimard. Je ne sais pas si vous connaissez cette notion de péréquation qui a été très développée dans le champ éditorial français, c'est-à-dire un éditeur va prendre des risques, mais compenser ces risques en misant sur des auteurs plus expérimentaux, novateurs, les compenser en publiant des livres de plus grande diffusion. Et là, c'est le cas de Autant on emporte le vent de Margaret Mitchell que donc Gallimard publie en 39 et qui va faire des centaines de milliers d'exemplaires et qui donc compense. Alors c'est pas, moi j'ai pas trouvé de pièce qui dit on publie ça pour compenser. J'ai même pas le dossier exactement mais on peut voir cette logique en fait, l'observer à l'œuvre. Alors dans ce chapitre sur Faulkner, je veux pas en parler trop longtemps parce que sinon ça va prendre trop de temps, mais je voulais juste donner un exemple parce que c'est là où je peux vraiment travailler sur le travail des traducteurs, hein, j'ai parlé des intermédiaires et des médiateurs. Les traducteurs, ils peuvent être les deux, mais je ne réduis la fonction de traducteur ni à l'un ni à l'autre parce que je pense que c'est quelque chose de spécifique. Le travail de traduction, c'est un travail en soi qu'il faut penser en tant que tel, même sociologiquement. Et là, dans ce dossier d'archives, dans d'autres aussi, sur Elsa Morante, j'ai des documents extrêmement intéressants. Mais là, j'ai par exemple la négociation avec Gallimard du titre de As I Lay Dying, qui est devenu Tandis que j'agonise. Mais il y a toute une discussion. Gallimard proposait En agonie. Alors, il y a toute une explication de Coindreau qui essaye de lui dire poliment que, en fait, ça risquerait quand même de dévaluer un peu le livre. Enfin, et alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est donc le concurrent de Coindreau. Coindreau, c'est lui qui fait le repérage, c'est lui qui découvre Faulkner, c'est lui qui le signale à Gallimard. Mais on a donc Rimbaud, qui est son concurrent, qui traduit Sanctuaire et qui propose un titre de Sanctuaire. Alors ça, quand je suis tombée sur ces archives, il propose de publier, d'intituler Sanctuary en français, Le viol de Temple Drake. Et donc, et il dit, oui, et par analogie avec l'amant de Lady Chatterley, qui était donc un grand succès de scandale de Gallimard dans les années 30. Donc déjà, bon, rien que l'analogie entre un viol et une histoire d'adultère en soi, qui est une histoire d'amour, bon, c'est tout un programme. Mais ce qui est très intéressant, c'est que Gallimard aurait pu dire, bah oui, comme ça, je vais arriver à le vendre. Il refuse. Non, non, non. On va garder ça Sanctuaire, le titre un peu mystérieux, un peu. Et de cette manière, il maintient Faulkner au pôle de production restreinte, avec une attente de littérature exigeante de qualité et pas de rechercher un succès de scandale. Alors, je suis obligée de passer à la transnationalisation et donc à la période suivante. Et donc là, on a une conjoncture de domination états-unienne qui commence à ce moment-là, qui va se renforcer. On a la conjoncture de la guerre froide, on a la conjoncture de la décolonisation qui favorise la mise en place des politiques développementalistes, et puis on a le rôle de l'UNESCO qui prend le relais de l'Institut international de coopération intellectuelle de la Société des Nations d'avant-guerre, mais qui est beaucoup plus dominé par les États-Unis. Et qui va développer une politique culturelle plutôt qu'intellectuelle, avec une idée de démocratisation de la culture.
Et donc là, ce que j'observe, c'est que les logiques internationales, elles continuent à peser, nationales continuent à peser sur les échanges culturels, mais on voit se former des réseaux transnationaux et notamment par les éditeurs. Euh, euh, les foires internationales du livre, à commencer par celle de Francfort, qui est créée en 47. Il y aura ensuite celle de Londres en 65. Les prix de littérature traduite, c'est nouveau. Le prix du meilleur livre étranger est créé en 48. Donc ça veut dire que ce sont des spécialistes du pays d'accueil qui décident la valeur d'une traduction, mais aussi qui distinguent des auteurs au niveau mondial. D'ailleurs, il y a une étude qui a été faite sur le prix Nobel par Jacob Habinek qui montre aussi que du point de vue des jugements, il y a une transnationalisation, c'est-à-dire que dans la première moitié du siècle, le Nobel s'aligne beaucoup plus sur les académies nationales. À partir de l'après-guerre, il suit, c'est-à-dire on a plus de chances de retenir quelqu'un s'il est nominé pas seulement par des gens de son pays, mais aussi par des gens d'autres pays. Donc la reconnaissance transnationale devient importante. Et moi, j'ai observé une corrélation entre avoir le prix du meilleur livre étranger et avoir le Nobel. Enfin, une corrélation, c'est beaucoup dire, mais en tout cas, il y a 8 cas de... c'est clair que c'est une des manières d'accroître les chances d'avoir le Nobel, c'est d'avoir le prix du meilleur livre étranger. À partir de 70, le Médicis aura aussi son prix de littérature étrangère et à partir de 84, le Femina également. Et puis, on voit les éditeurs tenter de créer dans les années 60 un prix international eux-mêmes, le prix international du livre et le prix Fromentor. Essayer de... Et ils appellent ça, c'est un peu contre le prix Nobel. Hein, ce sont quelques éditeurs européens. En 78 est aussi créé le 77, je crois. Non, 67, pardon. Le Neustadt International Prize, qui va prendre plus d'importance et que on appelle, qui s'appelle lui-même le Nobel anglophone. Pardon pour les coquilles, parce que là, c'est une période aussi où on voit un début de féminisation de ce champ littéraire mondial, parce qu'il faut dire que dans l'entre-deux-guerres, ce qui circule, c'est surtout des œuvres d'hommes. Et à partir de 45, mais même les catalogues, enfin, vous regardez le catalogue de Zourkamp dans les années 50, il y a peut-être 5 femmes au catalogue littéraire. Donc, on commence à observer une féminisation en fait de cette littérature mondiale, et puis l'ouverture de l'horizon géoculturel aux pays du Sud et aux cultures non occidentales. Alors, j'ai consacré un chapitre à Gallimard après la guerre parce que c'est le moment où Gallimard vraiment constitue son pouvoir de consécration globale. Et vous pouvez voir la liste des Nobel de littérature de Gallimard, c'est plus de 40 auteurs, hein. Donc pas seulement les auteurs français, mais les auteurs traduits chez Gallimard qui ont eu le Nobel. Alors on peut dire que Gallimard a un grand pouvoir de consécration parce qu'on peut dire que être publié chez Gallimard devient une condition qui facilite l'accès à la reconnaissance, à la consécration transnationale. Il n'y a pas beaucoup d'éditeurs, je pense, qui peuvent se prévaloir d'un tel catalogue. Je ne parle pas d'éditeurs français, mais d'éditeurs dans le monde. Et c'est une stratégie, hein, c'est une stratégie d'auteur, c'est une stratégie et aussi d'avoir un peu le flair. Alors après la guerre, en fait, Gallimard crée trois types de collections. D'abord la collection du monde entier, qui est un peu la collection de canonisation, on peut dire, de consécration, voire de canonisation de la littérature contemporaine. Donc, c'est la littérature upmarket, hein, haut de gamme. J'aime pas trop ces termes qui viennent de l'industrie, mais c'est parfois... Enfin, en France, on pense, mais dans le monde anglo-américain, on pense vraiment ces termes. Enfin, c'est des catégories des acteurs dans les entretiens. On a 3 collections très intéressantes parce qu'elles sont prises dans ces enjeux géopolitiques. Donc l'ouverture géoculturelle, elle s'opère à travers ces enjeux géopolitiques. On a d'un côté la Croix du Sud, lancée par Roger Caillois pour les auteurs d'Amérique du Sud.
ça précède en fait le boom latino-américain. Il publie Borges comme premier titre, fiction de Borges. Et d'ailleurs, je peux montrer, alors Caillois qui est exilé pendant la Deuxième Guerre, qui a des relations intimes avec Victoria Ocampo, qui l'a introduit à toute l'élite argentine et qui lui présente Borges, qui l'aide aussi à publier sa revue. Et donc, quand il revient en France, voilà, il peut introduire Borges et d'autres auteurs latino-américains parce qu'il a constitué ce capital social et culturel en exil. Et donc, ce que j'ai pu montrer, c'est que effectivement, c'est la publication de fiction par Gallimard qui le rend visible, qui rend visible Borges à l'international. C'est-à-dire que je trouve dans les archives de Gallimard des lettres d'éditeurs anglais, américains, italiens, disant mais qui est cet auteur? On veut tout savoir de lui. Est-ce que vous avez les droits? Donc, en fait, Gallimard contribue, c'est quelque chose que dit Pascal Casanova dans son livre, mais elle n'avait pas les sources que la France a contribué à rendre Borges. Enfin, elle le dit pour Faulkner, mais c'est vrai aussi pour Faulkner, mais on peut l'observer aussi pour Borges à travers là des sources empiriques. Il y a les deux autres collections. Alors, dans ces trois collections Connaissance de l'Orient sur les littératures asiatiques, dont je dirai un mot, donc lancées par René Etiamble, et puis Littérature soviétique lancée par Aragon, où là j'ai eu la chance d'avoir les fiches de lecture. C'est un truc, c'est un matériau incroyable, vraiment sur les livres. La plupart sont pas traduits, donc moi je peux pas les lire. Donc voilà, et on voit comment les évaluateurs et les évaluatrices surtout disent bon, en fait, si votre critère, c'est un critère esthétique, bon, ce livre n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais si votre critère, c'est que vous voulez connaître la vie en Union soviétique, alors ça, c'est un livre vraiment très intéressant. Et donc, on voit très bien que ils ne connaissent pas exactement les attentes de l'éditeur, ils essayent de les anticiper. Et ce qu'on voit bien aussi, c'est que ce qui intéresse l'éditeur, c'est à la fois ces deux dimensions. C'est-à-dire, bon, on est Gallimard, donc on va quand même faire de la littérature de valeur, et puis on va pas faire du réalisme socialiste, plan-plan, mais on veut aussi savoir ce qui se passe en Union soviétique, c'est ce qui intéresse. Et alors, il y a aussi des histoires inénarrables de tensions dans la maison, parce qu'Aragon, c'est lui qui peut négocier avec l'agence de la littérature soviétique. C'est lui qui, personne d'autre ne peut négocier avec eux. Et en même temps, dans la maison, ils veulent tout le temps promouvoir de la littérature dissidente. Et Aragon, essaye d'être dans la ligne, donc ça crée des tensions assez intéressantes. Et on voit comment il recourt. Il cherche, par exemple, d'autres lecteurs comme bon, c'est pas Aragon qui lit en russe, hein, mais Nathalie Sarraute, qui est d'origine russe, elle est sollicitée, elle est au comité pour lire et pour essayer de pousser d'autres auteurs que ceux proposés par Aragon. Donc il y a des négociations, des listes, enfin voilà. Et puis la troisième type de collection, c'est là plus au pôle populaire et commercial, c'est la série noire qui est pour la plupart au départ vraiment traduite de l'anglais, et je pense que l'anglais reste encore quasiment dominant même par rapport au français. Donc là on voit bien dans ces séries comme Best-Seller chez Lafon et tout ça que là l'anglais est vraiment dominant même par rapport aux langues nationales. Alors là, vous voyez la diversité des langues justement chez Gallimard, c'est le tableau qu'on a déjà vu. En fait, on passe de 14 à 24 langues dans la période de transnationalisation, dans cette collection du monde entier, dans cette période. Et je peux d'emblée vous montrer comment ça va encore augmenter dans la période de la globalisation. Il y a des langues qui apparaissent. Donc, on avait déjà entre 45 et 77, on voit apparaître par exemple l'arabe, on voit apparaître l'hébreu. Après, dans les années après 78, on va avoir d'autres langues comme le coréen qui ne figurait pas, l'estonien, enfin voilà. Et la féminisation, bon voilà quelques exemples de chez Gallimard, c'est plutôt anglo-américain et plus Elsa Morant où là aussi j'ai des archives assez fascinantes où elle n'est pas d'accord, elle lit très bien le français et elle n'aime pas la traduction qui a été faite et donc il y a des discussions, oui bon c'est juste sur le fond mais on perd complètement le style en fait de l'auteur. Alors, je vais dire un mot de ce programme
de l'UNESCO des œuvres représentatives auxquelles j'ai consacré un chapitre. Ce sont des sources extrêmement intéressantes. Ils avaient un projet mis en place en 47 de créer un canon de classiques mondiaux, de favoriser la traduction de classiques mondiaux. Alors, il y a des débats qui conduisent à redéfinir la notion de classique en œuvre représentative, parce qu'on s'aperçoit, par exemple, que l'Australie, c'est un jeune pays, et donc si on fixe comme échéance, enfin comme délai que ça doit être des œuvres de plus de 50 ans, il n'y a pas d'œuvre australienne qui rentre. Donc, il y a toutes ces discussions, en fait, ces négociations pour arriver à cette notion d'œuvre représentative qui, en soi, est très intéressante, parce qu'elle la représentation, c'est quoi? C'est l'idée qu'une œuvre doit représenter sa culture d'origine et qu'en même temps, pour devenir un classique, avoir une reconnaissance universelle, il faut qu'elle s'élève au-dessus, qu'elle puisse dialoguer avec les autres cultures, donc qu'elle soit pas trop entrée dans sa culture et qu'elle puisse transcender aussi dans le temps pour devenir un classique. Donc voilà, on est dans ce paradoxe. C'est aussi c'est aussi une période où on garde quand même Caillois, par exemple, qui fait cette ouverture, il reste quand même assez imprégné par l'idée de la supériorité occidentale, et ça traverse un peu tout le livre. Et là, je vous donne juste la citation d'une lettre renéotée de René Etiamble à Roger Caillois. Donc, Roger Caillois qui est multipositionné, il dirige le programme, il peut aller chez Gallimard et dire je lance la collection avec l'aide du programme, la collection La Croix du Sud, et vous pouvez vous aider du programme pour créer une collection asiatique. Ça tombe bien parce que René Etiamble voulait lancer une collection chinoise, mais par contre, il va falloir négocier parce que Etiamble, lui, il est sinologue, il s'intéresse à la littérature chinoise contemporaine. L'UNESCO ne veut pas entendre parler des Chinois contemporains parce qu'évidemment, c'est la Chine maoïste. On veut bien les classiques, mais pas les contemporains. Donc là, il faut trouver des compromis, si vous voulez. Donc, vous voyez comment la géopolitique joue. Et donc, il est décidé que certains titres seront labellisés œuvres représentatives et d'autres non. Et se met en place à travers ces négociations aussi ce qui va devenir par la suite les politiques d'aide à la traduction qui n'existaient pas en fait auparavant. Maintenant, beaucoup de pays ont ces politiques d'aide à l'extraduction, certains même à l'intraduction, mais il y en avait très peu. Donc là, vous voyez que cette citation, elle montre bien aussi que l'enjeu ici, il est plus pédagogique, didactique que commercial. Il sait d'avance qu'il ne va pas vendre beaucoup d'exemplaires de ces titres. Voilà, ni l'éditeur ni moi-même ne chercherons le succès commercial immédiat. Nous voulons former le public, lui éclairer l'Orient, mais il va de soi que nous devrons au début surtout, lui proposer des titres qui l'encouragent à s'instruire, des romans qui, en l'amusant, s'il se peut, le renseignent sur des peuples qu'il connaît mal. Donc cette idée que la littérature doit être un véhicule pour connaissance des œuvres, et avec la politique de l'UNESCO aussi, l'idée de ce programme, c'est de favoriser les échanges internationaux pour pacifier les relations culturelles, comme c'était le projet de l'Institut international de coopération intellectuelle de la Société des Nations, l'idée que la culture, les échanges culturels permettent de mieux se connaître et donc de pacifier les relations internationales après des guerres qui ont été sanglantes, des carnages, enfin voilà. Et donc là, juste, voilà, dans les archives, j'ai pu trouver ces données sur les ventes. Donc, vous voyez, ce sont des ventes qui sont quand même très, très modestes. Mais malgré tout, le programme, bon là, il y a que quelques titres, mais il y en a eu plus, il y en a eu une dizaine ou jusqu'en 68, constitue vraiment, fait connaître ces œuvres dans les cultures occidentales, tout en finalement en favorisant les éditeurs. L'UNESCO ne permettait la traduction que en anglais et en français. Il y a eu quelques autres traductions, mais c'était les deux langues officielles de l'UNESCO. Donc, on aidait des traductions en anglais et en français, et évidemment, il valait mieux que ce soit avec des éditeurs prestigieux comme Gallimard, parce que ça assurait plus de diffusion. Mais du coup, finalement, l'aide d'une UNESCO financière, elle a bénéficié aux éditeurs centraux des pays centraux. Voilà, donc c'est un peu un paradoxe.
Et je voulais juste évoquer cette entreprise de Caillois, qui est en fait pas de Caillois. C'est l'initiative revient à Jean-Clarence Lambert, qui est un jeune poète d'avant-garde à l'époque. Il est proche de Breton, il est dans les milieux surréalistes, et il a cette idée de faire un trésor de la poésie universelle. Et c'est très intéressant. C'est Breton lui avait dit qu'il fallait qu'il traduise Octavio Paz. C'est lui qui a introduit Octavio Paz. Il apprend l'espagnol pour traduire Octavio Paz, alors qu'il travaille dans une fromagerie. Alors, il raconte comment, au milieu de son fromage, il faisait des pauses pour apprendre l'espagnol. Et je l'ai interviewé, donc, grâce à William Marx, qui le connaissait. Donc, il était encore en vie. Et donc, ça a été un entretien magnifique. Et donc, on voit le rôle des avant-gardes aussi pour introduire. Les surréalistes avaient déjà fait ça dans l'entre-deux-guerres, hein, avec d'introduire, en fait, soit disons, la littérature, des textes non canoniques ou non des cultures centrales, d'apporter soit de la littérature populaire comme Fantomas, l'introduire dans la littérature, découvrir des auteurs comme Le Tréamont, mais surtout découvrir des cultures non occidentales qui ne sont pas reconnues. Les surréalistes, avec la revue Document, par exemple, introduisent ce qu'on appelle aujourd'hui les arts premiers. Et là, c'est très intéressant de voir ce trésor de la poésie universelle, parce qu'il a compilé, c'est Jean-Clarence Lambert, et après Caillois l'a aidé à organiser le volume, mais il a compilé de toutes les cultures. Et il m'a raconté dans l'entretien donc il a traduit Paz, et puis il a fait une littérature de poésie mexicaine, et c'est Paz qui lui avait dit il faut introduire la littérature préhispanique. Et en fait, donc, il fait ça. Il l'introduit. Et ça a fait un scandale au Mexique, parce que les Mexicains, ça leur plaisait pas du tout qu'on mélange la littérature mexicaine avec la littérature préhispanique. Voilà. Donc, c'est pour montrer à quel point les avant-gardes ont joué un rôle historique dans la reconnaissance, en fait, de ces cultures. Et là, vous avez une sorte de bilan que j'ai essayé de compiler de ce programme. Donc, vous voyez qu'il y a eu 800 titres traduits. Il y a beaucoup d'accents mis dans les années 50, ils sont très intéressés par les rapports Orient-Occident. Et donc, beaucoup d'accents mis là-dessus. Je vois que le temps file et j'ai même pas encore parlé du Nobel, donc, et ni de la mondialisation. Alors, j'ai travaillé sur le prix Nobel, j'ai eu accès aux archives des années 60, et donc c'est très intéressant. On voit les lettres de nomination. Donc, je me suis intéressée à cette instance de consécration mondiale et pour essayer de comprendre comment elle reproduisait, en fait, et j'utilise reproduction ici et pas réfraction, reproduction que j'essaye de Bourdieu l'utilise et Passeron l'utilise pour l'école, mais ils l'ont jamais utilisé, en fait, pour les champs de production culturelle. Et donc là, j'essaie de montrer que, en fait, les instances des champs de production culturelle peuvent reproduire les inégalités intersectionnelles tout simplement à travers des biais cognitifs dans le jugement porté sur les œuvres, pas à cause des œuvres elles-mêmes, mais à cause de la perception qu'ils ont, qu'ils se sont majoritairement des hommes dans ces jurys à l'époque, qu'ils ont des propriétés sociales des auteurs, c'est-à-dire les auteurs, les femmes ou les auteurs non occidentaux sont minorés et donc considérés comme n'étant pas capables, n'étant pas dignes de produire des œuvres de valeur équivalente. Donc ça, j'ai essayé de le pister dans les jugements. Alors, quand on regarde le système de nomination du prix Nobel de littérature, ça passe en fait par, vous savez, tout professeur de littérature ici présent peut proposer à quelqu'un, tu l'as déjà fait, voilà. Chantal nous racontera à qui elle a proposé, peut proposer donc un nom où les membres de sociétés d'auteurs et les membres du Pen Club, hein, qui jouent un rôle important là-dedans. Alors déjà, dans les années 50-60, vous voyez, toutes ces institutions et ces professeurs de littérature, la plupart sont des hommes. Et donc, les noms qu'ils proposent sont majoritairement des hommes. Je regarde début des années 60, en 62, il y a trois noms de femmes proposés contre 66 noms d'hommes.
Alors, le Nobel, faut dire, était quand même plus ouvert que l'Académie Goncourt, parce qu'il y a quand même 4 prix Nobel accordés à des femmes avant 45. 45, c'est la cinquième, alors que prix Goncourt, c'est pas avant 45 qu'il y a une femme qui obtient le prix Goncourt. D'ailleurs, le prix féminin a été créé dès l'année qui a suivi la création du Goncourt contre la misogynie des membres de l'Académie Goncourt. Donc, Nobel relativement plus ouvert, mais malgré tout, vous voyez, bon, c'est que 4 sur un prix qui est décerné tous les ans depuis 1901, alors qu'il y a une production importante de littérature par des femmes depuis le 19e et depuis même avant. Mais voilà. Et c'est pareil en fait pour les non-occidentaux. Hein. C'est pas qu'il n'y a pas de littérature arabe ou de littérature chinoise ou tout ça. Donc jusqu'en 45, le Nobel n'a reconnu qu'un seul auteur non occidental, c'est Rabindranath Tagore, qui a été proposé par la Société des auteurs britanniques. Donc, après la guerre, ça commence un petit peu à s'ouvrir. Pas pour les femmes, ça va mettre encore plus de temps. Et pourtant, il y a pas mal de dossiers féminins. Parfois, c'est même des membres du comité Nobel qui en proposent. Il y a Nathalie Sarraute qui est proposée par un membre du comité Nobel qui s'intéresse aux nouveaux romans. Mais bon, c'est Beckett là en 68, 69, et puis ce sera Claude Simon en 84 ou 85, je ne sais plus. Donc, je regarde le dossier de Marguerite Yourcenar qui a été proposé. Alors voilà, le jugement, c'est oui. Alors, Mémoire d'Adrien, c'est vraiment un beau livre, mais c'est quand même un pastiche. Et voilà, dégagé. Voilà. Et donc, donc, vous voyez, donc, ce sont des jugements qui réaffirment en fait l'idée qu'il faut juste écarter ces auteurs. Beauvoir est pas mal, Simone de Beauvoir est pas mal considérée. Ils la prennent très au sérieux. C'est vrai qu'elle a une renommée mondiale à l'époque et sur l'œuvre autobiographie, plutôt biographie de Sartre, mais enfin voilà. Et donc, je regarde aussi bon, là, vous pouvez voir les nombres de recommandations par pays. Et vous voyez bien que, bon, il y a beaucoup plus de recommandations pour la France que pour l'Iran, par exemple, qui a pourtant des auteurs très importants qui sont proposés à cette époque. Et ce qu'on voit, c'est une ouverture géoculturelle quand même, avec d'une part l'Amérique du Sud, et ça précède et ça va accompagner le boom latino-américain, Gabriel Mistral, mais après on a Asturias, Neruda, Marquez, et puis on a, je l'ai déjà mentionné, le prix japonais à Kawabata en 68. Mais Naguib Mahfouz, donc il faut attendre 88 pour avoir un prix à littérature arabe où il y a une littérature extrêmement riche, et il n'y en a toujours pas eu d'autres à ce jour. Wole Soyinka est le premier écrivain noir d'Afrique à avoir le prix, et en même temps, donc les dossiers de Césaire et de Sangor sont examinés dès les années 60, bien considérés. Bon, Sangor, il est président, donc ils ont décidé que Malraux n'a pas eu le prix à cause de ça, parce qu'il était ministre, donc il est écarté. Donc les rapports littérature et politique sont très intéressants, parce qu'on n'aime pas les communistes, on les dégage. Jorge Amado n'a jamais eu le prix, sans doute parce qu'il était trop identifié. Bon, Neruda, c'est parce qu'il a son traducteur dans l'Académie suédoise qui fait la pression jusqu'à ce qu'il arrive à le faire passer. Mais donc, le rapport à la politique est complexe. Il y a aussi des pressions des pays pour avoir les prix, mais ça, moi, j'ai pas toutes les sources, et puis beaucoup sont informels. Ça passe par les réseaux diplomatiques, ça passe par le Pen Club, enfin voilà. Mais en tout cas, voilà le résultat, et on voit très bien. Et bon, je regardais des dossiers comme celui de Taha Hussein, qui est un dossier très intéressant. C'est une figure d'écrivain. C'était le traducteur de Gide en arabe. Gide a fait traduire chez Gallimard son autobiographie, le livre des jours. Et c'est très beau de voir la préface de Gide, où Gide jamais ne le ramène à son identité d'écrivain égyptien. Il l'universalise en disant c'est un
un document, enfin une œuvre extraordinaire d'un homme aveugle en fait. Donc il montre la valeur de cette œuvre par rapport à l'expérience universelle ce handicap. Mais évidemment, il est écarté à chaque fois, écarté, jusqu'à on finit par ne plus, on finit par le considérer trop vieux. Et voilà. J'ai pas le temps, mais voilà, il y a aussi ce Chinois qui était beaucoup plus international dans son parcours, Li Yutang, que la plupart des membres de l'Académie suédoise, que même tous les membres de l'Académie suédoise, mais qui finalement n'est pas considéré comme digne du Nobel. Les femmes, donc voilà, j'en ai parlé, ça, ce sont celles qui l'ont jusqu'en 90. Donc, vous voyez, il m'en manque une. Bon, voilà, 6 femmes jusqu'en 80, non, c'est ça, 6 femmes jusqu'en 90, et ça va changer à la période de la globalisation. Donc, la globalisation, où là, j'ai déjà commencé à dire, en fait, on a une libéralisation des échanges avec les accords du GATT et le cycle de l'Uruguay, qui n'a pas d'incidence directe sur le marché du livre, mais il y a une sorte de stimulation à intensifier les échanges. Avec cette formation d'un marché global des produits culturels. Et il y a tout le débat sur l'exception culturelle. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Il y aura la convention sur la diversité culturelle adoptée par l'UNESCO. J'ai déjà évoqué l'intensification des échanges avec l'augmentation qui ne va pas de pair avec la diversification, puisque on voit que la domination de l'anglais s'accroît. Ce qu'on observe, c'est la multiplication des foires internationales du livre dans le monde, et ça va de Pékin à Guadalajara en passant par Ouagadougou, et la multiplication à partir des années 90 des festivals internationaux de littérature qui deviennent des sortes d'instances de légitimation de la littérature mondiale. Alors, il y a tout un réseau de ces festivals qui est très largement anglophone, mais il y en a qui sont aussi, j'en dirai un mot, s'opposent à cette tendance. Et là, on voit l'évolution au niveau du Nobel, parce qu'il y a deux tendances qui vont se dégager sous l'impulsion de la domination du marché anglophone, c'est la féminisation et la valorisation de parcours qui auparavant n'étaient pas trop valorisés, ceux des minorités, ceux des migrants, et aussi la diversité culturelle conçue de manière plus large, plus de langues. Et là, vous pouvez voir qu'il y a une relativisation du poids de la France, un poids plus important du monde anglophone, des États-Unis et du Royaume-Uni, et une diversification aussi des origines des auteurs. L'Afrique du Sud, par exemple, apparaît à cette époque. Là, ce sont les langues. Vous voyez, par exemple, l'apparition du turc dans et du chinois dans cette période de la globalisation. Et donc, j'ai évoqué déjà l'ouverture géoculturelle, mais elle est très timide jusqu'en 90. À partir de 90, là, ça va vraiment s'ouvrir. Et vous voyez, 90, il y a Octavio Paz, qui est donc la suite de cette histoire, de la traduction en français par Jean-Clarence Lambert. Et là, vous voyez la diversification en fait des profils. Jusqu'à Hong Kong, qui est la première femme asiatique, la première auteure de littérature coréenne et la première femme asiatique à être consacrée. Alors, ce que j'essaie de montrer, c'est que cette diversification, elle est poussée en fait par le champ anglo-américain et notamment par le Booker Prize et les Man Booker. Alors, Hong Kong, justement, elle était sur ma liste des possibles parce qu'elle avait eu le Booker Prize, le Man International Booker. Et donc, je voyais qu'à partir des années 90, il y avait beaucoup plus d'affinité avec le Booker ou le Neustadt qu'avec le prix du meilleur livre étranger. Donc, moindre incidence du champ littéraire français et plus d'incidence des instances de consécration anglophones
sur le Nobel. Et on peut voir que cette féminisation, donc qu'on observe déjà avec le Booker, là, ça remonte pas beaucoup en arrière, mais si je prends le Booker Prize lui-même, il est le premier à vraiment se féminiser des prix transnationaux. Vous pouvez regarder que le prix Büchner, qui est le plus important pour la langue allemande, il y a que 3 femmes jusqu'en 90, vous voyez qu'à partir de 96, donc en décalé par rapport au chant anglophone, là, il y a une féminisation accrue et on voit aussi apparaître les parcours des minorités ethniques, par exemple la Turque Emin Sevgi Özdamar, des migrantes, voilà. Donc j'observe la même chose sur le prix Cervantes. Pour la féminisation, là, vous voyez, je pense que vous l'avez en tête, mais c'est juste pour un petit rappel. Et je veux dire un mot pour terminer des festivals de littérature, qui est un objet auquel j'ai consacré un chapitre. C'est un phénomène dont on ne se rendait pas bien compte en France de l'importance qu'il avait prise dans le monde anglophone et même à l'international, parce qu'en France, ça a été, bon, il y a Étonnant Voyageur, qui a été un festival très important auquel je travaille, parce qu'il a justement plus diversifié aussi la littérature française à partir d'auteurs de toute l'ère francophone. Mais vous pouvez voir là les chiffres donc j'ai sélectionné 38 festivals internationaux de littérature et vous pouvez voir que ça croît surtout à partir des années 2000. Là, c'est juste quelques exemples. Donc, il y a un courant très anglophone de littérature en fait, on reste quand même entre soi dans la langue anglaise. Je me suis intéressée à des festivals qui allaient un peu à l'encontre de cette tendance, qui sont pour moi des vrais festivals internationaux. C'est le cas d'Étonnant Voyageur pour la langue française et le festival de Berlin, qui est peut-être le plus international des festivals. C'est-à-dire que j'ai pris des mesures Ah oui, je voulais vous montrer juste aussi l'audience très importante de ces festivals. Hein. Alors Jaipur, c'est 400 000, c'est énorme, Jaipur en Inde, mais vous voyez que c'est quand même, ça attire. Donc ça fait partie de l'idée de démocratiser l'accès à la littérature. En fait, j'ai essayé de regarder la diversité des auteurs invités selon les festivals et je vois que ce sont pas les plus gros festivals qui sont les plus divers, ce sont souvent en fait les festivals plutôt européens de taille intermédiaire qui auront le plus d'invités, où le ratio de nombre d'invités par langue et par pays sera indiquera la plus grande diversité. Voilà. Donc, c'est pour juste donner une idée de la méthodologie. J'ai un dernier chapitre dont je parlerai pas, mais si ça vous intéresse, je peux en dire un mot dans la discussion sur qu'est-ce que devient la littérature française aux États-Unis, c'est-à-dire une fois que les rapports de force sont renversés entre Paris et New York, qu'est-ce qui se traduit de la littérature française? Et là, c'est une étude quantitative des flux de traduction, mais aussi beaucoup par entretien et par observation. Là, on peut voir aussi les inégalités de circulation sur le marché du livre, parce que j'ai évoqué les nominations, mais il y a aussi le fait que les femmes sont défavorisées dans le processus de traduction. Et donc, le marché le plus ouvert aux femmes, qui est le marché américain, vous voyez que ce qu'on traduit dans cette période, qui est la période d'ouverture, c'est que 20%, mais si je regarde que les auteurs contemporains, là, on a 30% d'auteurs par des femmes. Si je prends d'autres langues comme l'allemand ou d'autres, là, les taux sont beaucoup plus faibles, sans parler des sciences humaines et sociales, où là, c'est 15% vers l'anglais. Donc, pour vous dire ce que c'est, je sais pas, de l'allemand, c'est des taux, mais infimes. Voilà. Je regarde aussi la nationalité des auteurs traduits sous l'étiquette littérature française, et vous voyez qu'on a une trentaine de nationalités, donc c'est un peu le mythe des littératures nationales, puisque évidemment c'est une littérature qui est très diverse, et surtout que le champ anglophone, il y avait une demande de plus en plus pour les écrivains postcoloniaux qui ont favorisé leur émergence sur ce marché, et donc là on avait fait une ACM
sur l'espace des éditeurs états-uniens qui traduisent la littérature française. Et vous pouvez voir le rôle des presses universitaires qui est intéressant, qui contribue à la classicisation de certains auteurs. Vous pouvez voir que le pôle le plus commercial est celui qui se centre le plus sur les classiques, parce que c'est un peu ce que dit Bourdieu dans son article sur l'édition. On va se reposer sur les acquis pour ne pas prendre de risques économiques. Et en fait, ce sont les petits éditeurs indépendants qui investissent le plus sur la littérature contemporaine. Ça, on peut le voir aussi dans l'analyse de réseau. Vous voyez que selon les couleurs, donc c'est ceux qui ont le plus de contemporains, c'est les bleus, le plus d'auteurs modernes, les classiques de la modernité, c'est en vert, et les classiques, c'est en rouge. Et là, vous pouvez voir qu'en rouge, on a plutôt ces grands éditeurs, et en vert, ce sont les petits éditeurs indépendants, et en bleu, il y aura surtout des presses universitaires. Non, c'est le contraire, pardon. Le vert, c'est les presses universitaires, et les bleus sont plutôt concentrés du côté des petits éditeurs indépendants. Voilà. Et donc, je termine en disant qu'en fait, il y a les 3%, les fameux 3%, hein, dont on a découvert que il y avait que 3% de la littérature, des ouvrages, de la production de livres en anglais aux États-Unis et en Angleterre, qui étaient des traductions. Et donc, ce chiffre, alors que bon, en France, c'est 18%, et puis plus on va vers le sud, et plus il y a de traductions. Donc, en Espagne, c'est 25%, au Portugal, c'est 35%, enfin, en Corée, c'est 60% de littérature traduite. Et donc là, ça montre l'inégalité des rapports de force, l'asymétrie de la circulation, mais c'était devenu un problème. Salman Rushdie, quand il dirigeait le Pen Club américain, il en avait fait un thème, et il a créé alors, grâce à Esther Allen, hein, c'était elle qui était derrière cette histoire, c'est elle qui avait fait les statistiques et qui l'avait poussé à créer un prix de traduction pour revaloriser la traduction, et un festival de littérature internationale pour amener des littératures traduites aux États-Unis, parce qu'en fait, les éditeurs avaient décrété, et c'est là que j'utilise le concept de Merton de prophétie autoréalisatrice, avaient décrété que la traduction, ça marchait pas, c'était pas vendeur, le public américain ne s'y intéressait pas, et donc il fallait pas traduire. Et donc, voilà, ils avaient des idées toutes faites sur la littérature française qu'ils connaissaient pas. Bon, moi, j'avais commencé par une enquête sur la littérature française, donc je les interviewais, ils disaient, ah oui, mais c'est une littérature formaliste, ils s'étaient arrêtés au nouveau roman, voilà. Et donc, vous voyez que par contre, il y avait des éditeurs qui luttaient, et la traduction est devenue une cause culturelle et politique aux États-Unis pour ces traducteurs et traductrices, et ces petits éditeurs. C'est souvent des petits éditeurs indépendants. Alors, je suis allée les interviewer, c'était, si vous voulez, une maison d'édition de taille comme celle-là, mais pas aussi belle, comme cette pièce, qui était dans des usines désaffectées de Brooklyn, qui était not for profit, enfin à but non lucratif, voilà, où personne n'était rémunéré. Enfin, vous voyez que c'était vraiment un engagement à la fois bénévole, mais avec une croyance très forte dans justement un enjeu vraiment politique, d'ouvrir la culture américaine à la traduction. Voilà, je vais m'arrêter là. Je termine avec un graphique qui n'est pas enfin pas un graphique, un tableau qui n'est pas dans le livre, mais où j'ai essayé de synthétiser en fait l'approche en termes d'échelle, macro, méso, micro, et long terme, moyen terme et court terme. Pardon, mais il est en anglais. De penser comment articuler les échelles, mais qu'est-ce qu'on observe aussi aux différentes échelles, et quand on croise ces échelles. Je vous laisse le regarder pendant la discussion. Voilà, je m'arrête là.